Alors, les sujets réglementaires qu'on va aborder maintenant sont souvent vécus, à tort ou à raison, comme une contrainte. Et là, je me positionne peut-être un peu du côté métier, mais c'est vrai qu'on a souvent le sentiment qu'on a du mal à faire aboutir nos projets parce qu'il faut respecter le réglementaire. Bon, on s'y plie quand même, hein, je vous rassure. La DSP2 vient faire un peu bouger les lignes, même complètement bouger les lignes sur ces sujets. Elle redessine un nouveau modèle économique. Elle ouvre du point de vue des usages, des champs de perspective et d'opportunités qu'il nous faut découvrir et exploiter. Ce sont des nouveaux acteurs aussi qui peuvent émerger sur le marché. Et le paradigme fait que de contraintes, le réglementaire devient également une manière d'accompagner l'innovation. Jean-Michel, chez Investance, tu es référent sur tous les sujets risque et conformité. Tu travailles également pour accompagner les fintechs dans cette démarche. Je vais te laisser nous présenter tes invités. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous convier à cette table ronde sur le thème DSP2, apport au fintech et nouveau prisme du modèle bancaire. Je vais effectivement tout d'abord passer le micro à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Je les remercie d'ailleurs d'avoir accepté d'être là à l'occasion de cette table ronde parce que je sais qu'ils ont un agenda qui est très chargé. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Jean-Luc Dubois, je suis le directeur des flux, tout l'ensemble des solutions de moyens de paiement d'Arkea. Arkea, je pense, assez connu dans le monde bancaire, mais aussi dans le monde des fintech. Donc Pierre, bienvenue. Je travaille à la Banque de France où je suis adjoint au chef de service sur la sécurité des paiements. J'étais précédemment au pôle fintech de la CPR. Dominique Châtelain, je suis le président de l'AFEPAM, qui est l'association des établissements de paiement, établissements de monnaie électronique et TPP. Et je suis également le président de Webhelp Payment Services, qui est un établissement de paiement spécialisé dans les places de marché B2B. Bonjour, je suis Steve Fogg, cofondateur et président de la société Participe, une fintech qui édite des solutions clés en main de commercialisation de produits et services financiers en ligne, avec une approche très axée sur une API qui permet d'exposer en fait des référentiels produits de banque et d'industrialiser tout le processus de distribution, soit sur les réseaux propriétaires ou bien sur les réseaux de partenaires distributeurs. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Guermont-Pré, je suis président de l'établissement de paiement français, mais présent en Europe, Lemonway, spécialisé dans les marketplaces B2B, B2C, C2C, et les marketplaces financières comme les sites de financement participatif. À cette occasion, on a Steve qui fabrique les sites et nous qui leur apportons les solutions de paiement, par exemple. Très bien. Merci messieurs pour cette présentation introductive. Donc la DSP2 permet aux services de paiement de s'adapter aux défis posés par l'apparition de services innovants, par la croissance rapide des paiements électroniques et par le rythme soutenu de l'innovation technique. Ses principaux apports sont notamment l'authentification forte des paiements en ligne et l'ouverture à des nouveaux services de paiement permettant le jeu de l'open banking. Donc notre table ronde s'articulera autour de ces deux thèmes, donc l'authentification forte ou SCA, si on reprend l'acronyme anglo-saxon, et le sujet concernant donc l'open banking. Pour rythmer nos échanges à l'occasion de ces deux thématiques que nous allons développer, il vous est soumis un petit questionnaire sur chacune des deux thèmes sur lequel il va falloir que vous vous positionnez. Le premier sujet concerne effectivement la SCA et la question est la suivante. La SCA va réduire la fraude sans pour autant être un frein notable pour le consommateur. Deuxième sujet concernant l'open banking, les grosses capitalisations bancaires dans les prochaines années seront issues de l'univers des néobanques. Donc véritablement des sujets de prospective. Donc, première thématique qui concerne donc la SCA. La SCA est censée constituer un renfort pour la sécurité des paiements en ligne au travers de l'authentification forte du client.
mais certains y voient plutôt un frein commercial. Donc pour aborder cette première thématique, je vais demander à Pierre Bienvenu, qui est en plein sur ces sujets réglementaires, vous qui connaissez bien la réalité de ce nouveau dispositif, est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grandes lignes ? Oui, je pense qu'effectivement c'est important de rappeler ce qu'est l'authentification forte. En fait, l'authentification forte, on en fait depuis longtemps en France sans forcément s'en rendre compte. Quand on fait un achat par carte bancaire dans un magasin, on fait de l'authentification forte. L'authentification forte parce qu'on apporte sa carte bancaire, qui est réglementairement reconnue comme un facteur de possession. On possède sa carte bancaire et puis on tape son code PIN, qui est un facteur de connaissance. Seul le détenteur de la carte bancaire est censé connaître son code PIN. Donc cette authentification forte, le chip and PIN, comme on l'appelle dans le jargon, on en fait depuis très longtemps en France pour le commerce de proximité. Et ça a été un succès français, je pense, une technologie française. Encore aujourd'hui, il y a des pays où on ne fait pas le chip and PIN en proximité, y compris dans les grands pays. On sait qu'aux États-Unis, c'est toujours en cours. Et cette technologie-là, elle a été à l'origine d'une baisse sensible de la fraude pour les transactions par carte en proximité. Et la DSP2, en fait, veut généraliser le principe de l'authentification forte pour tous les paiements électroniques initiés par le payeur. Donc, l'authentification forte, c'est bien la combinaison de deux facteurs qui permettent de vérifier que celui qui initie le paiement est bien le titulaire de l'instrument de paiement. Les différentes catégories de facteurs sont la connaissance, on en a parlé, donc c'est un code PIN, un mot de passe, sont les facteurs de possession. Dans les facteurs de possession, j'ai la carte bancaire, j'ai aussi, on en parlera peut-être, le SMS OTP. Quand je reçois un SMS sur mon téléphone portable, c'est un facteur de possession parce que ça prouve que je possède mon téléphone portable. Et puis, on en parle beaucoup, les facteurs d'inhérence qui sont liés à des reconnaissances biométriques, essentiellement à ce stade pour les paiements, la reconnaissance de l'empreinte digitale. Donc, voilà les grands principes de l'authentification forte. Et je dirais que les grands défis portent essentiellement sur les transactions à distance. On en reparlera. Est-ce que ça a bien été, est-ce que cette authentification forte a fait l'objet d'une prise en main de la part de l'ensemble des intervenants sur le marché? Est-ce qu'il n'y a pas eu effectivement quelques retards à l'allumage? Donc effectivement, le grand défi qu'on a aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de l'authentification forte pour les transactions à distance. Je vais peut-être rappeler quelques chiffres, parce qu'on se dit pourquoi faire l'authentification forte. Mais aujourd'hui, les transactions à distance sont 17 fois plus sujettes à la fraude que les transactions en proximité. C'est normal, on n'arrivera jamais en fait à avoir un niveau de risque aussi faible à distance qu'en proximité. Mais toujours est-il qu'on a voulu, avec la généralisation de l'authentification forte, contribuer à la baisse de la fraude sur les transactions à distance. En France, on a une expérience qui fait que quand la Banque de France, via l'Observatoire sur la sécurité des moyens de paiement, a promu le SMS OTP pour les transactions à distance, on a baissé la fraude par 2 sur les transactions à distance. Et je crois que cette baisse de la fraude, cette confiance dans la sécurité des moyens de paiement, ça a contribué à l'essor du e-commerce. Aujourd'hui, un chiffre qui me paraît aussi assez intéressant, 29% des Français qui sont réticents à faire des achats en ligne ne le font pas parce qu'ils ont des doutes sur la sécurité des paiements. On a obtenu des grands progrès là-dessus, mais on sent bien qu'il y a encore une marge de confiance des Français dans le e-commerce. Donc, pour
on parlait de difficultés. Effectivement, il y a peut-être un slide juste avant, qui me paraît intéressant. Mais on est confronté à deux défis. Juste avant. Non, avant. Ouais. On est confronté à deux défis. D'une part, il y a effectivement l'équipement des gens. Aujourd'hui, c'est bien l'équipement des gens qui sont titulaires de la carte qui demande un peu de temps, notamment pour que les gens installent des applications bancaires qui accueillent en fait cette authentification forte. Alors c'est peut-être toujours un peu difficile de représenter une expérience client oralement, mais on va sur un site de e-commerce. Il y a je rentre les données de ma carte. Il y a mon application bancaire qui se réveille, et dans l'application bancaire, soit j'apporte un mot de passe que j'ai prédéfini préalablement avec ma banque, soit j'apporte mon empreinte biométrique si j'ai un smartphone. Donc tout ce volet-là demande du temps. Et c'est le premier défi. L'autre défi, il est plus technique. Là, on a représenté un petit peu le schéma des transactions cartes à distance. Et ça, en fait, il faut que l'ensemble des participants de la chaîne des paiements pour les transactions cartes migrent vers une nouvelle infrastructure. L'infrastructure 3D Secure dans sa deuxième version, pour être en mesure en fait, de gérer les exemptions et les règles de responsabilité à l'authentification forte. J'aurais peut-être dû commencer par là. La DSP2 pose le principe de l'authentification forte, mais elle admet des exemptions. Et pour gérer ces exemptions, il faut qu'il y ait des partages de données entre les acteurs, et ça impose une nouvelle infrastructure. Merci pour ce premier témoignage. Je retiens au final quelque chose, c'est que vous mettez en parallèle, effectivement, il y a peut-être des freins en termes de taux de conversion, mais finalement, la confiance que va engendrer la sécurité va largement compenser ce frein au niveau du taux de conversion. Steve, vous qui, donc au sein de Participe, vous êtes un adepte du plug and play. On est en train de parler de fluidité et de zone de frottement que pourrait apporter la SCA. Donc, au travers des API que vous proposez, est-ce que vous avez une perception des freins que peut apporter la SCA ou des opportunités qu'elle va amener? Alors, par rapport à cette question, effectivement, on va commencer par, je peux peut-être redéfinir un petit peu les principes de la SCA. Donc, pour qu'un client, en tout cas un utilisateur, puisse s'authentifier, l'authentification va se baser sur ce qu'il sait, sur ce qu'il détient ou sur ce qu'il est. Dans le cadre, effectivement, des solutions d'open banking qui sont proposées et de ce qui est mis en place actuellement, les études sur la DSP2 préconisaient 3 modes d'authentification dans le cas de la SCA. Donc il y avait un mode basé sur la redirection classique. Il y avait un mode sous forme un petit peu d'iframe qui préconisait en fait une discussion entre le TPP et la banque. Et il y avait un troisième mode qui est un mode sans aucune redirection. Et dans le cadre de ce qui a dû être implémenté justement par les acteurs, on est parti sur un mode avec de la redirection, ce qui suppose qu'en fait l'utilisateur doit continuellement devoir se réauthentifier pour pouvoir accéder à ses comptes. Ce qui pose quand même en fait un gros problème en termes d'expérience utilisateur et même en termes d'usage du service même qui est proposé. Donc ça, c'est un premier frein. Le deuxième frein, c'est que du coup, les acteurs bancaires aujourd'hui se retrouvent en cas de redévelopper dans les interfaces en fait utilisateurs des services
d'agrégation de comptes. Donc, ça pose le point de l'intérêt de passer par un TPP pour pouvoir accéder à ces comptes, dès lors qu'on peut en fait y accéder depuis son interface bancaire propriétaire. Et enfin, on a un troisième problème sur l'initiation de paiement, où en fait, ça n'a plus vraiment d'intérêt dans la mesure où on ne peut pas faire d'initiation de paiement de banque à banque. Et donc, finalement, ça remet complètement en cause et en question le modèle de développement des agrégateurs de comptes. Donc ça, c'est sur en fait le principe d'authentification et la détérioration de l'expérience utilisateur et la remise en question même du fondement d'un service qui s'est développé, qui est l'agrégation de comptes. Le deuxième point, c'est le point même de cette préconisation qui a été faite sur le choix de passer par une redirection et une réauthentification tous les 3 mois dans le cadre de... Voilà. On sait très bien que techniquement, en fait, il existe d'autres moyens d'authentification, typiquement ce qu'on va appeler par exemple l'authentification mutualisée ou l'authentification distribuée, qui apporte quand même une certaine fluidité. Donc du coup à l'expérience client. Donc du coup, je pense que je vais me retourner vers nos confrères pour qu'ils puissent un peu nous expliciter le cheminement et qu'est-ce qu'il y a comme fondement sous-jacent au choix de ce mode de redirection au détriment donc de l'expérience client. Et enfin, comme opportunité, je suis complètement d'accord avec l'analyse qui a été faite, qui est basée vraiment sur la confiance. Et les banques, les clients et les utilisateurs sont aujourd'hui très attachés à l'enseigne bancaire. Ils sont très attachés à ce facteur confiance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'usage des néobanques en France n'est pas encore si élevé que ça. Donc, on se rend bien compte qu'il y a une problématique de confiance forte. Et donc, du coup... du côté de Participe, nous pensons que la problématique d'authentification peut être gérée directement entre l'acteur, donc le TPP et la banque, sans pour autant impacter du coup l'expérience client. Mais bon, je pense que j'y reviendrai dans un second temps lorsqu'on parlera de la génération de valeur ajoutée pouvant être faite justement par le biais d'exposition des API. Merci Steve. Maintenant, je me retourne vers Jean-Luc Dubois. Donc, Jean-Luc Dubois, vous êtes à la croisée de tous les chemins. Dans le cadre d'Arkea, vous cumulez toutes les fonctions. Vous êtes banquier, vous êtes fintech, vous êtes marque blanche. Donc, vous avez une vision générale. Donc, sans tomber dans la schizophrénie liée à vos multiples casquettes, comment ressentez-vous la SCA ? Comme ça a été dit, en fait, il y a 2 parties à la SCA. Il y a la SCA que je vais qualifier simplement de monétique, qui est plutôt l'exposé de Pierre sur toute la problématique accès e-commerce. Et il y a la SCA, notamment les Steve, qui est plus la SCA qui va vers l'évolution des nouveaux services avec les API. Donc je reviendrai plutôt cette partie-là tout à l'heure. Sur la première partie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la SCA, c'est quand même assez sensible sur une activité qui est partie prenante de l'économie nationale ou européenne. Donc, moi, je trouve que c'est déjà bien que finalement, on prenne un peu notre temps. Parce qu'on est, et de toute façon, le schéma que présentait Pierre avec la chaîne de valeur, avec tous les acteurs pour faire marcher un paiement électronique, quand même relativement complexe, il faut mieux qu'on prenne notre temps pour changer tous les circuits, tous les protocoles, toutes les versions. Donc, l'autorité de tutelle nous a donné du temps, ça, je trouve ça bien. Faire ça la veille de Noël n'aurait pas été, à mon avis, une excellente idée. Donc, ça, c'est bien. Néanmoins, on voit pour y travailler que tout ça est un facteur de normes, des normes avec des acteurs qui s'appellent les scheme cards, qui ne sont pas forcément totalement alignés. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Je peux vous assurer que je ne suis pas sûr que tout soit stabilisé dans les 3 schemes aujourd'hui. Donc, on nous a du temps, on va avoir du temps. Ça me semble le premier point. Donc, je dirais, le temps donne de la confiance
Et je pense que les e-commerçants, s'il y en a dans la salle, vont être totalement d'accord avec moi. Le deuxième constat que je ferai, c'est qu'on a quand même déjà, enfin, on n'a pas rien fait dans les 10 dernières années. La fraude a été largement diminuée. Pour avoir participé aux réunions avec la Banque de France pour la mise en place des OTP SMS, je suis à peu près en 2010. Certes, l'OTP SMS est un facteur faible par rapport à l'authentification forte, compte tenu qu'il y a un acteur qui n'apporte pas la sécurité totale, j'y peux rien, c'est l'opérateur téléphonique. C'est nécessaire d'évoluer. Néanmoins, on n'a pas rien fait et la fraude a largement diminué. On peut en être content. Troisième constat, on n'a pas non plus rien fait. Si je regarde dans nos établissements, nous, Arkea, ça fait depuis 2005 qu'on promeut les cartes virtuelles, je dirais, comme outil pour paiement. 85% de nos clients n'utilisent que des cartes virtuelles et ne peuvent pas utiliser leurs cartes réelles dans les circuits de paiement. Au moins, ça protège déjà tous ceux qui n'utilisent jamais le paiement Internet et qui n'ont jamais eu de fraude. Et pour les autres, je dirais, ils sont en totale sécurité parce que pour créer la carte virtuelle, il faut faire une authentification forte. Donc, on est quasiment proof DSP2. Et quatrième constat, la DSP2 va produire quelque chose d'assez particulier. C'est qu'en fait, il va y avoir une recherche des meilleurs établissements acquéreurs qui ont le meilleur taux de fraude, puisque c'est celui qui va permettre d'avoir les dérogations. Donc, on va avoir un phénomène en deux temps. Un phénomène en premier temps où on va avoir la course pour les très grands e-commerçants à trouver le meilleur acquéreur qui a le taux de fraude le plus bas, permettant la dérogation la plus forte. Ce qui va naturellement pousser les acquéreurs à pas forcément accepter si facilement tous les e-commerçants, ceux qui apportent de la fraude pour faire baisser leur taux de fraude, pour gagner les grands qui les recherchent. Et tout ça, je suis assez sûr que ça va pousser finalement ce que j'appellerais un assainissement du marché, à une prise de conscience, je dirais, que la fraude, c'est bon pour personne. Et donc, voilà. Donc, je pense que ça, c'est un phénomène qu'on va voir, non pas dans l'année, mais je donnerais ça à 3-4 ans, 3-5 ans, qui va faire un phénomène, je dirais, un peu naturel de marché pour améliorer le taux de fraude. Je pense que c'est ce qu'espère l'autorité de tutelle, mais je pense que c'est ça qui va se passer. Les faits le démontreront ou ne le démontreront pas, je vous laisserai juge. Merci Jean-Luc. Maintenant, je vais me retourner vers Dominique Chatelain, qui est donc le président de l'Association française des établissements de paiement et de monnaie électronique, qui a donc, lui, une vision très pratique et très opérationnelle des vertus ou pas de la SCA. Dominique. Oui, alors si on revient au progrès qui était mis en avant par la DSP2, il y avait trois choses: plus de compétition, plus de sécurité, meilleur service pour les clients. Alors, sur ces trois objectifs, on ne peut être que d'accord. Je pense que personne voudrait moins de compétition, moins de sécurité et moins de service pour les clients. Le problème maintenant se pose sur la mise en œuvre opérationnelle de ces solutions. Alors moi, je vais plutôt me concentrer sur un des sujets qui nous a beaucoup mobilisés à la FEPAM depuis maintenant presque 6 mois, qui est le fameux sujet entre les TPP et les banques. Donc, plus de sécurité, ça veut dire la SCA, la réauthentification tous les 90 jours, le circuit d'authentification. Et aujourd'hui, on se rend compte, que les banques sont très en retard, mais que si sur la partie e-commerce que vous venez d'évoquer, le régulateur a dit « OK, vous avez encore 18 mois devant vous, 15 mois devant vous ». Sur la partie TPP et banque, c'était plutôt 4 mois, 5 mois, 6 mois pour se mettre en œuvre. Or, on sait que quand il faut faire... Alors, ceux d'entre vous qui ont déjà mis en œuvre des API entre deux sociétés, c'est déjà pas toujours très facile. Quand vous le faites entre N TPP et N banques, vous avez un niveau de complexité de mise en œuvre et d'ajustement qui est démultiplié. Quand en plus, les deux n'ont pas forcément un intérêt farouche à ce que ça marche, ça augmente encore plus la difficulté. Donc on est aujourd'hui un peu dans cette situation où les TPP qui ont, notamment en France, déjà développé un business historique avec notamment le web scrapping, on leur dit maintenant mettez-vous en conformité, ce qui est normal, et faites en sorte que la sécurité soit améliorée. Bon. Et puis de l'autre côté, les banques, on va en profiter pour faire en sorte que le parcours client soit tellement compliqué
que, in fine, les clients ils vont dire le TPP c'est sympa, mais comme derrière je dois me réauthentifier régulièrement avec chacune des banques, pour certaines des banques à chaque transaction, je me retrouve sur le site web de la banque ou sur l'application de la banque, et finalement j'y reste et le TPP ne me sert plus à rien. Donc on a une situation où finalement le plus de sécurité est en train de tuer le plus de services et le plus de compétition, ce qui est un vrai problème. Donc un avis un peu partagé par rapport aux précédentes interventions. Donc, je vais passer la parole à Damien, donc président de Lemonway. Quel est votre sentiment personnel et puis suite aux différentes interventions qui ont été effectuées? Bon, alors, moi, c'est pas très drôle parce que je suis d'accord avec les électeurs qui ont voté massivement que c'était pas un sujet parce que finalement, il n'y aurait pas de souci et que ça allait limiter la fraude. Ce que je vois, moi, dans la façon pratique, c'est que j'entendais que 90% des paiements lors du Singles Day avaient été réalisés par des mobiles pour Alibaba. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la Chine, c'est différent. Sauf qu'on voit bien qu'on est tous équipés d'un smartphone, donc ça va nous aider énormément à faire l'authentification forte. Et finalement, autant 3D Secure avait été un problème, j'ai l'impression que cette fois-ci, on va passer la vague très facilement. Donc j'en profite pour vous dire comment on fonctionne, puisque nous, on a une couche supplémentaire, et que finalement, ce sujet, je l'ai reporté aux banques et au PSP. Est-ce qu'on peut passer la slide de Lemonway? Parce que ça, c'est important qu'on apprenne quelque chose à travers cette slide, je trouve. Et voilà. Donc nous, on est établissement de paiement, et on vient rajouter une couche, puisqu'en fait, on laisse les banques travailler, faire l'acquisition des transactions cartes bancaires. On laisse leur PSP travailler. Et donc ça, c'est très important de comprendre que les nouveaux acteurs plus ambitieux que nous, qui valent déjà plusieurs dizaines de milliards, que sont Adyen et Stripe, respectivement 25 et 35 milliards de valo, eux ont décidé de disrupter totalement les banques et de faire leur métier, d'être acquéreurs des transactions. Nous, on laisse inchanger les tuyaux. On laisse quelque chose sur la table, donc les banques sont venues à nous en disant finalement, on pourrait peut-être contre-attaquer ensemble. Raison pour laquelle des banques françaises maintenant signent avec les Lemonway pour que nous puissions gérer les paiements de leur place de marché. Je vous dis ça pour illustrer le fait que désormais, les fintechs, c'est une couche supplémentaire qui vient sécuriser, accélérer le traitement des transactions. Et que cette authentification forte, finalement, donc, je la laisse aux tuyaux, qui sont existants, qui existent déjà. Sauf que cette PSD2, puisque c'est l'objet de notre table ronde, la PSD2 et l'impact sur les fintechs, l'apport aux fintechs, et la PSD2, elle fait des choses extraordinaires. Elle amorce ce virage de la carte de paiement vers le compte de paiement. Moi, je ne suis pas émetteur de carte de paiement, comme les néobanques. Je suis émetteur de comptes de paiement. On a déjà ouvert 7 millions. Alors, pour l'instant, ces comptes de paiement, c'est sûr que les titulaires savent à peine, excusez-moi, la CPR, ils savent à peine qu'ils sont titulaires d'un compte de paiement, mais ça viendra, puisque vous nous le demandez, et qu'on a ouvert ces comptes à travers des prescripteurs que sont des plateformes, que Steve gère, par exemple. D'accord ? Elle amorce aussi un virage totalement européen. La PSD2, c'est vraiment européen. Le marché est totalement européen. Et donc, il faut que ça marche en France, l'authentification forte, parce que sinon, de toute façon, les clients, ils vont chercher ailleurs leur solution. Vraiment, la PSD2 nous inscrit dans l'Europe. Et ça, c'est incroyable. Hein. Le monde bancaire n'était pas tellement européen, je le vois, parce que moi, je cherche des partenaires bancaires pour couvrir 28 pays. Et chaque fois, je trouve une banque pour en couvrir quelques-uns. Mais Estonie, je ne trouve pas. Vous voyez ? Les pays baltes, c'est pas évident. Bon. Donc, je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire que finalement, je ne me sens pas tellement concerné parce que ce sont les PSP et leurs banques qui vont être confrontés principalement à l'acquisition des transactions comme avant, dans le cadre de cette authentification forte. D'accord ? Mais que ça ne va pas nous empêcher de travailler ensemble. Au contraire. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair, mais je voulais... Merci Damien. En tout cas, on retient le message qu'il faut, je dirais, se mettre en ligne de marche sur la DSP2 parce que c'est un enjeu qui n'est pas national mais qui est un enjeu vraiment européen. Effectivement, après, il y a effectivement des éléments qui permettent d'atténuer les effets de bord de la DSP2 qui sont les exemptions. Est-ce que les exemptions sont vraiment bien appréhendées par l'ensemble des intervenants sur le marché ? Oui, alors peut-être que, je voudrais quand même présenter la partie sur le plan de migration qui a été
acté au niveau français et qui est le reflet du plan de migration qui a été admis par l'autorité bancaire européenne. Donc on se donne du temps sur les deux volets, sur l'équipement des porteurs et sur la migration vers les infrastructures. Hein, ce que Damien disait sur la partie, je laisse le travail aux PSP et aux acquéreurs de migrer sur ces nouvelles infrastructures. Donc on se donne du temps jusqu'à fin 2020 pour, on va dire, faire l'essentiel de la migration. Et effectivement, toute la difficulté de cette migration, c'est d'abord, je pense qu'il y a besoin d'un pilote, et je pense que ce rôle de pilotage ou d'arbitre va être fait par la Banque de France via l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. En ce moment même se tient la première réunion du groupe de travail migration, et ça a réuni des banques, des commerçants, des schemes, tous les acteurs de la chaîne de paiement. Et je crois que c'est un atout qu'on a en France de mettre tous les acteurs autour de la même table pour voir si chacun avance ensemble, pour éviter tout déséquilibre de concurrence. Parce que quand on migre sur une infrastructure commune, sur des protocoles communs, il faut bien que chacun joue le jeu, et c'est bien le rôle de ce groupe de travail migration, qui associe aussi les e-commerçants, hein, pour que ceux-ci commencent à migrer dans cette discussion. Je pense que psychologiquement, c'est la mise en œuvre de l'authentification forte, enfin de l'authentification renforcée, le SMS-OTP, dépendait jusqu'ici des commerçants. Et on transfère la responsabilité, en fait, in fine, à la banque du titulaire de la carte. Et ce transfert de responsabilité génère beaucoup d'appréhension, et c'est normal. Mais je pense que maintenant, avec ce plan de migration, on s'est mis en disposition d'avoir un calendrier clair. Les exigences réglementaires sont de mieux en mieux appréhendées, et on est relativement confiant. Sur les exemptions, il y en a qui sont très clairement définies dans les textes, les faibles valeurs, les paiements récurrents, etc. Et puis effectivement, on en reparlait tout à l'heure, parce que on disait on a fait des grands efforts sur la fraude. Oui, l'authentification forte, c'est qu'un seul des leviers d'action de lutte contre la fraude. C'est pas le seul, mais on sait qu'il est efficace. Et en fait, l'exemption, il y a une exemption centrale, c'est qu'on appelle l'analyse de risque des transactions, qui est en fait faire confiance à des algorithmes de scoring tout au long de la chaîne des paiements, pour dire si vous avez des algorithmes suffisamment performants pour détecter la fraude, et que votre résultat vous permet d'avoir un niveau de fraude suffisamment bas, et dans ce cas-là, vous pouvez être exempté de l'authentification forte. Et ça, j'étais pas rédacteur des textes, mais je trouve que c'est assez intelligent, en fait. C'est de dire, c'est faire confiance à tout ce potentiel qu'on a sur les algorithmes de détection de la fraude. Et effectivement, ça va faire une concurrence entre, je pense, les PSP acquéreurs, enfin, entre les schemes aussi, potentiellement, pour avoir les algorithmes les plus performants de détection de la fraude. Donc, si on a des algorithmes très, très, très performants, potentiellement, il n'y aura pas forcément plus d'authentification forte mise en œuvre. L'authentification forte agit un peu comme un filet de sécurité. Donc, effectivement, dans le pilotage de cette migration, c'est bien ce transfert de responsabilité du commerçant vers la banque du porteur de la carte qui va devoir être piloté finement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le soft decline. Je le mets sur la partie gauche du graphique, c'est-à-dire le moment où la banque du porteur de carte va dire je refuse cette transaction si il n'y a pas une authentification forte qui m'est demandée. Voilà, je pense que sur les exemptions, ce qu'on pouvait dire. Est-ce qu'on peut avoir le résultat sauf si l'un d'entre vous veut réagir suite à... Oui, deux chiffres qui me paraissent importants. On a 61% des Français qui font des achats en ligne, 75% qui ont des smartphones. Donc c'est vrai qu'il y a une question qui restera sur comment équiper les gens qui n'ont pas de smartphone. Je pense globalement,
qu'avec les 75% des Français qui ont un smartphone, on va quand même résoudre l'essentiel des problèmes. Après, on travaillera intelligemment pour gérer les populations qui n'ont pas de smartphone. Puisque ça fait partie des attributions de la CPR que de gérer la protection du client, c'est inscrit dans le marbre du Code monétaire et financier. Est-ce qu'on pourrait avoir les résultats du sondage ? Alors, non, le précédent. C'est pas grave. En tout cas, sur ce sondage, se dégageait le fait que, effectivement, la SCA ne constituait pas un frein, mais que c'était quelque chose, un bien fondé. On a apprécié le rôle d'accompagnateur du superviseur dans la mise en place de la DSP2 dans le cadre de la SCA. La DSP2, c'est aussi l'open banking, c'est donc notre deuxième thème de notre table ronde. Donc, sur ce sujet, effectivement, la DSP2 avec ses nouveaux services, Payment Initiation Services et Account Information Services, permet par le jeu des API de donner naissance à des banques de type nouveau, plus agile et compétitive. Nous-mêmes, chez Investors Partners, au travers des missions qu'on peut mener, nous le constatons et on accompagne ce mouvement que je me permets de qualifier de vraiment tout à fait ébouriffant, et on vit une période tout à fait intéressante. Aussi, ma question est la suivante. Ces établissements, fintech ou néobanques, semblent remettre en cause le modèle des banques traditionnelles et finissent peut-être par les déposséder de leurs clients. Donc on va commencer par Steve. Vous êtes en première ligne sur les sujets. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision des opportunités créatives que permet ce pan de la DSP2, conjugué avec les divers autres statuts déjà présents dans la DSP1 ? Sur la DSP2, c'est vrai que actuellement nous l'avons abordé plutôt d'un point de vue réglementaire, donc en considérant que les banques doivent donc se mettre en conformité et que ça constitue en soi un centre de coût. Mais nous sommes convaincus, en tout cas du côté de Participe, qu'il s'agit d'une opportunité formidable de réinventer en fait tout le modèle économique de l'industrie de la banque assurance. Premièrement parce que, étant donné l'environnement macroéconomique existant, la banque ne peut plus fonctionner comme elle fonctionnait auparavant, donc avec un univers de taux relativement bas et qui risque d'ailleurs de perdurer. Deuxièmement, avec l'essor effectivement de la technologie, de la nouvelle façon de consommer les services financiers et du fait que ces services financiers sont de plus en plus attachés aux usages de consommation classiques. Donc on s'oriente un petit peu vers une banque qui, à mon sens, sera peut-être invisible, mais plutôt omniprésente, parce que rattachée en fait à l'ensemble des usages de consommation classiques. Et enfin, il y a un changement générationnel qui s'opère, qui va changer en fait complètement le modèle, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. On parle de la SCA, on parle des nouveaux usages, on parle de l'expérience client. C'est autant de choses auxquelles sont sensibles justement la nouvelle génération, du fait de leur habitude à utiliser des outils qui sont proposés en l'occurrence par les GAFA. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde un petit peu l'interprétation qui est faite de l'open banking, c'est une interprétation très simple. C'est en fait comment j'expose les données de mes clients pour que des tiers puissent bâtir des services un petit peu sur ces données clients. Donc, qu'est-ce que va faire la banque ? Elle va exposer tout simplement des API. OK ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour que un tiers puisse bâtir son service autour de ces API, il faut que ce tiers puisse investir en IT et puisse investir en jour-homme pour pouvoir déployer son service autour de ces API. Et donc là, il y a très clairement un frein du fait de l'incapacité à pouvoir monétiser, en tout cas générer un business model autour de ces API qui sont exposés. Du côté de Participe, nous avons une vision très simple, c'est que nous pensons en fait que demain, les sites web ou applications mobiles vont devenir des points de vente numériques de services financiers. Pourquoi ? Justement parce que effectivement, la plupart des achats quotidiens vont être adossés à ces services financiers. On prend un exemple simple.
Sur l'assurance, on a eu un exemple tout à l'heure, Luco. Je peux m'assurer en 2 minutes. Pour mon sinistre, je prends une photo et je suis payé par l'IDIA immédiatement. On est dans un usage très clair de ce que peut être l'open insurance. Si on regarde ce qui se fait aujourd'hui au niveau du crédit, c'est exactement la même chose. Je vais dans une agence immobilière, je trouve la maison de mes rêves. En 10 minutes, je peux savoir si je peux avoir un crédit et signer la proposition. On parlait au préalable, on a parlé de la mise à disposition des moyens de paiement. Exactement la même chose. Je veux créer une société, je n'ai pas de compte de fonctionnement. En 2 secondes, je peux avoir un compte pour pouvoir facturer mes clients. Donc là, typiquement, nous sommes dans un cas de figure où la banque n'expose plus sa donnée client, mais expose son service, son référentiel, et permet de générer du PNB additionnel parce qu'elle transforme ces différents acteurs spécialisés ou non spécialisés, donc je prends par exemple le cas des agences immobilières, en prescripteurs et donc en point de vente numérique de services financiers. Et donc ça, c'est un premier point qui permet de dire effectivement qu'il faut que les banques, et c'est ce en quoi on les aide, puissent profiter de cette opportunité que donne la DSP pour revoir leur système d'information, pour exposer leurs produits et pour générer de la valeur ajoutée additionnelle. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut savoir que l'investissement en moyenne sur les banques dans le monde, sur ce type de solution, il est à peu près de 10 à 20 millions d'euros l'année. Donc ça, c'est le premier élément sur cette génération de modèles de valeur ajoutée. Le deuxième élément, c'est sur l'ingénierie métier même. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai la capacité d'exposer mes produits, de pouvoir industrialiser ma stratégie de distribution et donc de collecter cette donnée, ça veut dire que je peux innover de façon extraordinaire en proposant des services à la demande, en proposant des services qui sont basés sur le profil des clients et donc en construisant toute une suite qui permet d'équiper en fait de façon automatisée le client sur sa durée de vie. Et donc là, on revient à cette définition même de est-ce que demain la banque va perdre le contrôle de ses clients? Nous, du côté de Participe, nous sommes convaincus que non, parce que elle va devoir se baser sur cette data client pour pouvoir innover, pour pouvoir créer de la valeur. Et donc, c'est ça notre vision de la génération de nouveaux modèles, de nouveaux business models basés sur l'open banking. Merci Steve. Dominique, au sein de la FEPAM, est-ce que vous avez la même vision? Alors, je crois que la DSP2 ouvre le marché de manière évidente. Avant la DSP1, il n'y avait pas un seul établissement de paiement. Aujourd'hui, il y en a peut-être. Enfin, il suffit de regarder la Bible pour voir que les choses ont bougé. Non. Est-ce que les banques sont menacées par les fintechs et les établissements qui sont nés depuis 10 ans? Non. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les banques ont constitué au fil des années des portefeuilles phénoménaux de services, de clients, de réputation, qui n'est pas prêt de s'éroder. Et on l'a bien vu dans d'autres domaines, lorsque des monopoles doivent s'ouvrir, ça demande d'abord beaucoup de temps. Ensuite, ça demande beaucoup de volontarisme de la part des régulateurs ou des entités qui ont été créées pour réguler ces marchés, pour forcer à la mise en œuvre de cette ouverture des marchés. Et donc aujourd'hui, effectivement, si on veut faire émerger en France des nouveaux leaders dans ces secteurs-là, eh ben, il faut aussi que le régulateur les favorise et fasse en sorte qu'ils arrivent à survivre. Parce qu'effectivement, je pense que les grands acteurs bancaires n'ont pas besoin de beaucoup de support pour tuer les petits. Ils y arrivent tout seuls. Et donc, il faut arriver à soutenir les petits pour qu'ils arrivent à se faire une place au soleil. Je pense d'ailleurs que pour les banques, le problème, ce n'est pas tellement de tuer les petits Français, parce que leurs vrais enjeux, c'est Alibaba, c'est WeChat, c'est les solutions de paiement que sont en train de mettre en place Apple, Google, Amazon. Ce n'est pas ceux qui sont dans cette Bible. Et donc, il ne faut pas se tromper de bataille. Je pense qu'on vous interpelle un petit peu, Pierre. Ah non, on a un place de Pierre. Ah oui, oui. Non, mais je pense que il y a 2 choses qui me paraissent intéressantes. La première, c'est effectivement l'open banking est une thématique bien plus vaste que la DSP2. La DSP2, d'ailleurs, les agrégateurs, en tout cas français, les initiateurs à l'étranger, je pense à Ideal aux Pays-Bas, Sofort en Allemagne, existaient avant la DSP2.
Et en fait, la DSP2 fait deux choses. Vis-à-vis de ces acteurs qui existaient déjà, elle sécurise un peu leur activité. Enfin, elle sécurise. C'est-à-dire que la pratique du web scrapping qui consistait à donner ces identifiants mots de passe à des acteurs non régulés paraissait un peu risqué, quand bien même il n'y avait pas eu d'accident majeur. On va dire que la DSP2 a agi de façon préventive sur ce domaine-là. L'autre, ce que fait la DSP2 par ailleurs, c'est que en organisant la mise en place d'API sur une thématique bien ciblée, l'accès aux comptes de paiement et l'initiation de paiement. À nouveau, on est loin de couvrir toutes les API que l'activité, les acteurs spontanément, de façon bilatérale, mettent en place. Sur ce sujet-là, on va dire, d'une certaine façon, abaisse, à mon sens, les barrières à l'entrée. On n'est pas, c'est peut-être un avis personnel et on le voit peut-être pas tout à fait encore parce que on est dans la mise en place des API, ça suscite des difficultés, etc. Et sur lesquelles on travaille, je pense, de façon intelligente. Mais moi, ce que je vois quand même, c'est que dans les dossiers d'agrément qui me parviennent un petit peu, enfin, via la CPR, la Banque de France se prononce sur la sécurité, je vois que les services d'agrégation, d'initiation font un peu partie maintenant de... je le demande, parce que j'ai des idées sur l'exploitation intelligente des données, je vais travailler avec un tel, etc. Bref, du coup, je pense que la DSP2 continue de promouvoir la concurrence et je ne sais pas quelle sera la résultante de tout ça à l'horizon de 5 ans sur qui va garder la relation bancaire. Je crois en tout cas que depuis qu'il y a plus de concurrence via la DSP1, via la DSP2, les banques sur la relation client ont fait des progrès. La qualité des applications bancaires a progressé grâce à cette concurrence et je pense que à la fin, tout ça est bénéfique pour le consommateur. De manière un petit peu outrancière, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, le parcours d'une fintech dans la quête du Graal de l'agrément est quelque chose qui est simplifié et qui a un regard un petit peu plus bienveillant que ce qu'il n'était précédemment? Oui. Enfin, oui, je l'espère. Enfin, je pense que moi, je regardais encore, parce que c'est très concret, le nombre de dossiers d'agrément qui arrivent sur la partie des prestataires de services de paiement, c'est en croissance. Et on gère ce flux de croissance avec les moyens qu'on a. Mais ça, je pense que oui. Après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir sur tel ou tel dossier des incompréhensions. En tout cas, il y a une ouverture d'esprit qui est manifeste. Je peux apporter un élément complémentaire suite à la conférence de ce matin, puisque nous avions une personne qui était de la Direction Générale du Trésor, qui est effectivement dédiée pour les cas un petit peu atypiques, qui ne rentreraient pas forcément dans toutes les cases qui ont été dessinées au travers de la réglementation. Donc effectivement, il y a un élan d'ouverture qui est en train de s'installer, il faut quand même le souligner. Jean-Luc, alors est-ce que vous allez être dépossédé de vos clients? Alors c'est vrai que on a peut-être une approche un peu originale, donc et en fait ça date pas de la DSP2 puisque déjà sur la DSP1 nous avons largement accompagné tous les établissements de paiement puisqu'il y en a une bonne partie qui sont membres de l'association qui sont aussi clients d'Arca. Donc et d'autant plus que vous savez qu'on a beaucoup de fintech dans le groupe, donc je suis un peu schizophrène là, donc je suis tantôt banquier, tantôt j'aide des marketplaces comme MangoPay, tantôt j'ai Budget Insight, donc un agrégateur, donc je peux à peu près toutes les facettes. Il est clair, mais on va pouvoir mettre le slide sur le sujet, qu'on est sur la DSP2 aujourd'hui. Alors là, je suis beaucoup plus dans le monde des API, dans une situation un peu particulière. C'est que d'un côté, on a des fintechs qui découvrent un monde un peu peut-être compliqué avec un régulateur. Donc tout ça, c'est quand même des choses nouvelles pour les fintechs. C'est pas forcément, ça va pas aussi vite qu'on l'espère et on voudrait aller plus vite. Donc ça, il faut qu'elles appréhendent ce monde un peu compliqué avec des spécificités face à des banquiers qui vont pas forcément au même rythme qu'eux. Là, faut être clair.
Et nous banquiers, alors je vais prendre ma casquette de banque, on a quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire qu'il faut mettre à disposition des API, donc il faut mettre des sandbox, faut définir des manuels utilisateurs d'API. Alors, on avait l'habitude de faire ça, nous, on a beaucoup d'API en interne depuis un certain temps, mais le mettre à disposition à l'externe, ça demande un travail. Donc, ça, c'est la phase qui est en cours. C'est nouveau. Aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près 20 TPP connectés sur la plateforme pour 10 banques du groupe. Donc, et on voit que de part et d'autre, on s'apprend. On apprend des choses ensemble. Donc ça, c'est cette phase aujourd'hui. Donc cette phase, elle va durer encore quelques mois. Elle va durer, à mon avis, ça va aller progressivement pendant toute l'année 2020. Aujourd'hui, je pense qu'il y a assez peu de TPP connectés en mode API en production. Hein. Je peux être sûr de ça, hein, on peut le dire. On travaille toujours sur un mode de jambes, c'est-à-dire un mode de web scrapping et puis d'API. Et ça va se mettre en place progressivement. Ça ne me choque pas. C'est une nouveauté des deux parties. Par contre, ce qui est important, ce n'est pas la DSP2. Moi, je sépare la DSP2, qui est une approche réglementaire, de l'open banking. L'open banking, c'est plein d'autres choses. On a un établissement de paiement un peu particulier chez nous qui s'appelle Max, qui essaye de mettre en place l'open banking au quotidien, qui est connecté en mode API avec plein de startups pour apporter du service. Là, on est déjà beaucoup plus proche de l'open banking tel qu'on le voit. Alors, nous, on croit dans l'open banking que pour les fintech, il va y avoir un développement de fintech assez spécialisé. Je dirais dans une approche verticale, faisant par exemple du crédit avec de l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse de risque. Là, il y a sûrement pas mal de choses qui vont se passer là-dessus. Pour nous, les banques, alors là, on va avoir un rôle qui est un peu novateur avec de la nouvelle valeur, parce qu'on va mettre à disposition des données, des API. Ils ne seront pas réglementaires, donc ils pourront être payants. Donc ça, faut être clair là-dessus. Il y a de la valeur dans la donnée, comme la valeur, ça paraît naturel que, je dirais, il y a un retour, je dirais, avec l'accord du client, je dirais, sur la valeur de ces données-là. Donc tout ça, ça va créer beaucoup de nouveaux services. Je pense que c'est là où la DSP2, il y a toujours il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier sécurité qui est le premier de notre exposé, mais ce pilier de l'innovation, je dirais une certaine disruption finalement des modèles va quand même apporter des choses. Alors, est-ce qu'en fait ça va tuer les banques, puisque c'est ça la question? Je suis toujours prudent là-dessus et je donne toujours l'histoire des courtiers en ligne de la fin des années 90 qui se sont créés une multitude à l'époque pour justement dans le cadre d'une désintermédiation des banques sur le marché du titre et qui pour la plupart, pour ceux qui restent, sont tous à peu près filiales de banques. Donc, et quand je regarde des établissements de paiement qui sont même encore à la FEPAM, il y en a quelques-uns qui ont été rachetés récemment par des banques, par nous, mais par d'autres de nos confrères. Donc, attention à la disruption totale, mais je suis d'accord sur un autre point. Le risque, il n'est pas forcément entre FinTech et banque. Il vient aussi bien des big tech américains ou chinois. Et là, c'est un risque qui est bien supérieur et bien plus dangereux à moi, mais c'est parce que ça couvre un autre sujet, ça touche un sujet de souveraineté, et là, ça va beaucoup plus loin, et je pense que le régulateur fera sûrement très attention là-dessus, parce que là, on est sur des sujets beaucoup plus dangereux, beaucoup plus difficiles, et là, qui touchent finalement le client final et les données du client, et je pense que là... je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Mais moi, je ne crois pas à cette guerre fintech contre banque. Je pense qu'il y a du bon travail à faire ensemble. Je suis très content parce que Jean-Luc Dubois a évoqué deux adhérents de la FEPAM qu'on a accompagnés et qui aujourd'hui se retrouvent dans le giron d'établissements bancaires. Damien, oui, donc moi est-ce que demain vous serez la néobanque avec la plus grosse capitalisation boursière? Écoutez, il y a urgence. Ce que je vois, c'est que il y a urgence. Vous ne me rendez pas compte. Moi, je passe ma vie à l'extérieur, à aller chercher justement des clients en dehors de France. Web Summit, on était quand même 70 000. J'ai vu 200 startups. C'est pas compliqué. 198 étaient Stripe. 4, oui, enfin, il y en a 2, 3, les Monoway, établissements de paiement. Stripe a pris tout le marché de l'e-commerce. Est-ce que les gens réalisent ça, que ça vaut 35 milliards parce qu'ils ont pris tout l'e-commerce? C'est-à-dire 2 tiers de nos startups utilisent une solution américaine. Est-ce que les gens savent ça? Est-ce que Adyen, les gens comprennent pourquoi ça vaut 25 milliards? En un an, ils sont passés à 200 milliards de traitements.
Donc vous disiez, moi je suis d'accord, il y a urgence à travailler ensemble. Les courtiers, oui, il y a eu un énorme impact des courtiers. Alors je suis d'accord, ils ont été rachetés, les courtiers. Mais le prix de courtage d'un traitement, une transaction en bourse pour titre en France a été divisé par 10 en 10 ans. Voilà l'impact des fintechs qu'il faut attendre. Vous comprenez? Divisé par 10 en 10 ans, c'est un impact majeur. Donc moi, ce que je vois à travers les plateformes, on gère à peu près 1200 places de marché, dans le crowdfunding notamment, 200 en Europe, dont des factors, de factoring en Italie, en Espagne. Et voilà ce que je vois. Les factors viennent vers moi en me disant « Damien, trouve-moi, grâce à DSP2, une façon de reconstituer tous les PNL de mes clients SME, donc PME, en temps réel. » Donc là, dites-moi les banquiers, comment vous allez faire quand des agrégateurs vont récupérer des informations des PME en temps réel, reconstituer le PNL, donc cash flow, etc., des PME en temps réel, d'accord? Donc ça va changer les scores, etc. Et là, la banque qui n'a qu'une partie, qu'une vision de sa PME cliente, elle ne peut pas le nourrir de la même façon. Le score est bien meilleur. Vous êtes d'accord? Rien que ça, c'est étonnant, non? Moi, je m'attendais à servir de paiement et je me trouve avec des demandes de data aussi, d'accord, qui vont bien au-delà. Et je ne cesse, dans ces grands événements, j'ai passé 2 jours dans la semaine à Berlin, je ne cesse de rencontrer des Estoniens ou des banques estoniennes qui, dites-vous bien, qui me disent « on ouvre des comptes en crypto-monnaie ». Vous vous rendez compte? C'est incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire, dès qu'ils n'ont pas l'agrément dans un pays, j'allais dire, normal, géré régulé par ACPR, BaFin, etc., ils vont le chercher ailleurs, dans des pays qui sont minuscules, excusez-moi, mais qui donnent des agréments bancaires à des jeunes de Londres qui viennent ouvrir des comptes de crypto-monnaie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a urgence à travailler ensemble. Pour l'instant, il n'y a pas une seule entreprise fintech française capable de jouer dans la cour mondiale. D'accord? Il y a une qui fait de la trésorerie, un logiciel de trésorerie qui vaut plus d'1 milliard, et encore les franco-américaines désormais. Le reste, c'est un champ de... Enfin, excusez-moi, c'est une forêt de bonsaï. Il faut absolument se réveiller, les gars. Donc moi, je suis beaucoup moins optimiste là-dessus. On a ouvert 7 millions de comptes. Quand Alibaba en a déjà, avec WeChat Pay et Alipay, ils ont chacun 1 milliard. PayPal, il y a 500 millions. Et mes amis de Yandex, les Russes, ils ont déjà 60 millions. Vous voyez? Qu'a fait l'Europe? Qu'a fait l'Europe pour aider l'émergence d'un acteur capable de rivaliser avec les nouveaux Visa, Mastercard que sont désormais les Chinois dans le cadre du paiement? Voilà les enjeux. Donc moi, je propose de contre-attaquer avec les banques, parce qu'en effet, les banques européennes sont de très bonne stature, et ensemble, on peut faire quelque chose. Merci Damien pour nous avoir réveillés en cette fin de table ronde. Donc ça va permettre d'ouvrir le débat avec le public. Donc s'il y a des questions parmi vous. À ce moment-là, est-ce que l'un d'entre vous veut réagir aux derniers propos de Damien, qui sont quand même un peu alarmistes au final, par rapport, je dirais, à une vision collaborative, ça va se faire, on prend du temps? Non, mais avec les levées. Moi, on a levé l'année dernière 10 millions. Cette année, on a levé 20 millions. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un fonds d'investissement français, capable d'apporter 20 millions à une fintech aussi facilement qu'à Londres? Vous n'imaginez pas la façon avec laquelle c'était facile. Je suis allé à Money 2020 à Amsterdam. J'ai tapé dans la main d'un gars qui était à Londres, qui venait de lever 400 millions. Il a investi 20 millions dans les 15 jours. Vous voyez ce que je veux dire? En France, il aurait fallu démontrer je ne sais quoi, être rentable, une traction de 100% par an minimum, ceinture et bretelles, encore une fois. Vous voyez le décalage? Donc la série A, le site, très bien, c'est facile en France. Mais dès qu'il faut lever 100... Et puis ensuite, les valos n'ont rien à voir. Est-ce que dans la salle, on réalise que le patron de SixFox, qui est en train de nous mettre des drapeaux français dans le monde entier, y compris en Inde, pour faire de l'IoT, il a 1% de son entreprise désormais. Et que le gouvernement ne va pas aider, parce que si l'entreprise voulait lui donner des actions gratuites, il serait taxé dès le début. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile d'entreprendre en France dans un environnement
qui ne se réveillent pas C'est peut-être difficile. suffisamment vite par rapport aux enjeux. Suffisamment vite. Par rapport au risque, on essaie quand même de maîtriser un petit peu le risque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un semblant d'ouverture auprès du superviseur qui met effectivement des choses en place. Mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Il faut aller encore plus loin. C'est pas une critique vis-à-vis du superviseur français du tout. Au contraire, je trouve qu'il y a juste comment on appelle ça, distorsion de concurrence. Parce que l'Europe, c'est gentil. Je l'ai dit tout à l'heure, la DSP2 a ouvert quelque part le marché des fintechs à l'Europe. Mais le marché européen, il est aussi de pays qui sont petits et qui en profitent pour finalement se faire une place dans le marché des fintechs en donnant des agréments relativement facilement et qui n'ont pas toujours les moyens de contrôler ce qu'ils font, enfin ce que font leurs adhérents. Je souscris tout à fait à ce propos, puisque de toute façon, on voit bien, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un vrai risque vis-à-vis de ces acteurs étrangers. On a cité des acteurs importants qui sont des grands acteurs dans l'acquisition. Les levées sont effectivement de 100 millions, et vous pouvez comprendre que quand on lève 100 millions, on peut faire un peu d'informatique pour faire de très beaux reporting qui plaisent beaucoup aux clients. Enfin, ça va, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vraiment un sujet important. Moi, je pense aussi qu'il faut, je l'avais déjà dit dans le cadre de la DSP1, pour lequel la transposition, on en a parlé tout à l'heure, n'est pas du tout uniforme au niveau européen. Et je ne suis pas sûr, et on en parlait aussi, que ça soit le cas au niveau de la DSP2. Et je vois, comme j'ai des établissements de paiement clients quasiment dans tous les pays d'Europe, je vois quand même que ça n'est pas forcément avec la même régulation. Donc, il faut aussi qu'on ait une approche européenne. Alors, je sais très bien, on en a parlé tout à l'heure, qu'il est difficile d'avoir une régulation exactement la même chose quand tu les transpositions et tout ça, mais il y a quand même un minimum. Et je notais tout à l'heure que quand on regarde le nombre d'établissements de paiement par pays, vous verrez évidemment que les Anglais en ont énormément compte tenu de la facilité de l'inscription. Je trouve quand même qu'il y a un certain laxisme quand même assez important dans le cas. Et j'ai été surpris de regarder l'inscription des TPP. Et je retrouve qu'il y a aujourd'hui, je dirais, régulé en Europe, autant de TPP en Grande-Bretagne que dans toute l'Europe réunie. Ce qui veut dire qu'ils ont continué là-dessus. Je ne suis pas très partisan d'aller justement à ce niveau que je qualifierais un peu de laxiste extrême. Néanmoins, c'est un vrai sujet. Et si on veut... Au niveau français, alors je vais faire un peu de cocarde, là, de cocardier. Globalement, si on regarde, il faut qu'on trouve le juste moment pour permettre le développement. C'est pour ça que je vais dans le même sens. Je dirais de la fintech à la française, qui a aussi sur les levées de fonds. Je pense que les choses se sont améliorées. Les levées de fonds sont déjà largement supérieures à ce qu'elles étaient il y a 5 ans. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est vrai que les levées de fonds de ces acteurs-là sont très significatives aujourd'hui. Et alors, je ne parle pas des valorisations qui peuvent même faire peur, puisque certains sont plus importantes que les premiers établissements bancaires français. Je pense que, de mémoire, Adyen nous travaille pour une valorisation supérieure à la Société Générale. Donc, c'est quand même assez impressionnant pour des acteurs qui ont à peine 10 ans d'existence. Messieurs, merci beaucoup pour vos interventions respectives. Merci à vous, le public. Et je vais laisser la parole à notre ami Eric. Merci, messieurs, dames. Merci Jean-Michel.